L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière. Même si elle fonçait sur nous à des centaines de milliers de kilomètres/heure, il lui faudrait des milliers d'années pour nous atteindre. La distance qui nous sépare des étoiles environnantes est énorme, et c'est pour ça que le voyage interstellaire restera probablement à jamais impossible. Mais le Soleil a une longue histoire, 4,5 milliards d'années. Depuis sa formation, il a eu le temps de faire plusieurs fois le tour de la galaxie, et certains indices nous laissent penser qu'il a peut-être déjà frôlé d'assez près d'autres étoiles. Dans un cas précis, on en a même la certitude. Cet événement sera amené à se reproduire. On sait déjà quand et on a une bonne idée de l'impact que ça devrait avoir sur le système solaire. Aujourd'hui, on va donc découvrir comment un passage rapproché il y a 70 000 ans a laissé déjà des marques, et comment le prochain passage d'une étoile près du Soleil, dans 1,3 million d'années, va être beaucoup plus impressionnant. On verra ensuite un scénario, pour le moment hypothétique, de ce qu'il se passerait si une étoile similaire au Soleil passait à très grande proximité de lui, dévastant une grande partie de notre système au passage. Au début des années 80, une théorie a émergé pour expliquer le grand bombardement tardif, un épisode d'impact de météorites intense qui a affecté la Terre et d'autres planètes assez tard après la formation du système solaire. Des chercheurs ont défendu qu'il était dû au passage rapproché d'une étoile près du Soleil. Une étoile nous frôlant aurait pu déranger les réservoirs cométaires, envoyant une grande quantité d'objets valser vers l'intérieur du système. C'est ce qui aurait engendré la pluie d'impact du grand bombardement tardif. Cette hypothèse a cependant été mise au rebut au début des années 2000, au profit du modèle de Nice, qui attribue ce bombardement à une migration des planètes géantes. Peu après, au milieu des années 2000, la possibilité d'un frôlement est revenue sur la table, cette fois à cause de l'orbite de Sedna et de certains transneptuniens extrêmes. Ce sont exactement les mêmes arguments qu'on retrouve pour la planète 9. Ces transneptuniens, des objets glacés situés très loin du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Neptune, ont une orbite très allongée. C'est donc qu'ils ont été perturbés gravitationnellement. Seulement, leur orbite passe trop loin de Neptune pour que cette dernière soit responsable. Il doit donc y avoir un autre corps massif qui les a dérangés. Certains chercheurs font reposer là-dessus l'existence d'une nouvelle planète, la planète 9. D'autres pensent que ces objets auraient pu être perturbés par le passage rapproché d'une étoile. Des simulations montrent qu'une étoile de petite taille passant à moins de 1000 unités astronomiques du Soleil peut reproduire dans le système solaire une population d'objets similaire à Sedna. En 2015, enfin, on a commencé à acquérir des certitudes. 2 ans plus tôt, une nouvelle étoile avait été découverte près du Soleil, l'étoile de Scholz. Il s'agit d'une petite étoile double, une naine rouge et une naine brune, qui se trouve aujourd'hui à 22 années-lumière de notre système. Lorsqu'on a calculé leur mouvement dans la galaxie, on s'est rendu compte que celui-ci les avait amenés très près du Soleil il y a 70 000 ans, à une époque où notre espèce peuplait donc déjà la Terre. Le passage s'est fait à environ 50 000 unités astronomiques, soit 0,8 années-lumière. C'est 5 fois plus près que la distance qui nous sépare aujourd'hui de Proxima du Centaure. Alors, faut-il dans ce cas utiliser le verbe frôler ? Tout est une question de perspective. L'étoile de Scholz est passée bien trop loin pour avoir un quelconque effet sur l'orbite des planètes ou même sur la ceinture de Kuiper. Elle a cependant pu perturber le nuage de Oort, le groupe d'objets qui forme une sphère sur la partie externe du système solaire. L'existence du nuage de Oort est encore hypothétique, mais on suppose que c'est de là que viennent la plupart des comètes à longue période du système. Le nuage de Oort du Soleil s'étend potentiellement très loin. Certains modèles le font s'étendre jusqu'à 1 ou 2 années-lumière de notre étoile. Lorsque l'étoile de Scholz est passée, elle a donc pu déranger certains de ces objets, les précipitant vers l'intérieur du système solaire. Elle a pu également échanger de la matière avec notre système, volant certains de nos objets et y laissant certains des siens. Aucune conséquence n'a pu être directement reliée au passage de l'étoile de Scholz et c'est compréhensible. 70 000 ans, c'est très récent pour les objets qui nous intéressent, les comètes à très longue période. Si l'étoile de Scholz a bel et bien envoyé valser quelques objets vers l'intérieur du système, on pourrait ne les voir passer que dans quelques centaines de milliers ou quelques millions d'années. Bien qu'elle soit passée très près de nous et qu'elle soit aujourd'hui encore assez proche, l'étoile de Scholz a été découverte très tardivement.
Les naines rouges sont les étoiles les plus communes de l'univers, mais elles sont peu lumineuses et donc difficiles à détecter. K2-18, l'étoile parente de la fameuse planète Icéan K2-18b, n'a par exemple été découverte qu'en 2015, malgré qu'elle soit elle aussi dans l'environnement proche du Soleil. Il doit donc encore exister des naines rouges assez proches qu'on n'a pas encore découvertes et dont certaines pourraient un jour nous avoir frôlées. On pourra éventuellement trouver la trace de ces passages en découvrant des comètes à très longue période. En 2023, la découverte de la comète Chuchin-Chan-Atlas a ouvert une fenêtre intéressante. Cette comète est assurément issue du nuage de Oort. Elle a une période calculée à 83 millions d'années, et son apohélie, le point le plus haut de son orbite, se compte en centaines de milliers d'unités astronomiques, donc en années-lumière. Impossible de relier son orbite au passage d'une étoile précise, mais c'est une hypothèse crédible pour expliquer ce qu'elle est venue faire à l'intérieur du système. Ces 10 dernières années, les données de la mission d'astrométrie Gaia ont permis de déterminer le mouvement d'un grand nombre d'étoiles dans l'environnement du Soleil. Cela a permis de spéculer sur leur emplacement passé, comme on en a discuté dans la vidéo sur les jumeaux du Soleil, mais également de calculer leur emplacement futur, comment elles vont évoluer dans la galaxie au cours des prochains millions d'années. Quand on fait ce type de simulation, il y a une étoile qui est amenée à croiser notre route très prochainement, à l'échelle des temps stellaires. Dans 1,3 million d'années, Gliese 710 passera tout près du Soleil, et ce devrait être un événement autrement plus marquant que l'étoile de Scholz. Gliese 710 est une naine orange qui fait à peu près 60% de la masse du Soleil. Elle se trouve actuellement à 62 années-lumière, mais fonce dans notre direction à la vitesse de 14 km par seconde. Les conditions de la rencontre ont été modélisées assez précisément. Les derniers calculs en date se sont appuyés sur le catalogue DR3 de Gaia, publié en 2022. Ils nous disent que Gliese 710 va passer à seulement 10 700 unités astronomiques du Soleil. C'est 5 fois plus près que l'étoile de Scholz, et Gliese 710 est beaucoup plus grosse que cette dernière. Alors il faut tout de même garder les échelles en tête. 10 000 unités astronomiques, ça reste très loin. Cela représente à peu près 17% d'une année-lumière. Comme point de comparaison, Pluton gravite en moyenne à 40 unités astronomiques du Soleil. Gliese va donc passer bien au-delà de son orbite, bien au-delà de la ceinture de Kuiper, et probablement en plein dans le nuage de Oort. C'est là que les choses devraient devenir intéressantes. Ce passage devrait perturber des millions d'objets cométaires. Il va en expulser une certaine partie vers l'espace interstellaire. Ils deviendront donc des objets interstellaires. Au passage, il est possible qu'un événement similaire, auprès d'autres étoiles, ait expulsé Atlas, Borisov et Oumuamua dans notre direction. Le passage de Gliese 710 devrait également propulser une grande quantité d'objets vers l'intérieur du système. Comme ceux-ci se trouvent très loin du Soleil, ils mettront très longtemps à arriver, jusqu'à plusieurs millions d'années. Les conséquences du passage de Gliese 710 à proximité du Soleil devraient donc se faire sentir bien plus tard. Elles se traduiront par une multiplication importante des comètes à très longue période. 1 à 2 millions d'années après le passage, on devrait assister à un important sursaut des recensements de comètes. Une simulation parle de 10 comètes par an pendant plusieurs millions d'années. Et encore, le papier est assez vieux et date d'une période où on pensait que Gliese 717 passerait un peu moins près du Soleil. Malgré ces chiffres importants, des dizaines de millions de comètes sur quelques millions d'années, le risque d'impact reste faible. Une autre étude pointe vers un risque augmenté de seulement 5%. Et oui, le système reste largement vide. Le spectacle promet cependant d'être magnifique. Chuchin-Chan-Atlas, notre comète issue du nuage de Oort découverte en 2023, a fait son passage au plus près du Soleil il y a un an. Elle est devenue visible à l'œil nu, ce qui lui a valu le titre de grande comète de 2024. Avec le passage de Gliese 710, on devrait avoir le droit à une dizaine de grandes comètes par an pendant des millions d'années. De quoi rendre les comètes banales. Gliese 710 ne devrait cependant pas représenter de danger important pour le système solaire. Elle ne perturbera pas l'orbite des planètes et ne devrait pas amener des destructions majeures. Les choses sont différentes si on prend un scénario plus hypothétique avec une étoile plus grosse qui passe plus près. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire du système solaire. Les orbites des planètes seraient autrement plus chamboulées. Le scénario qui va nous intéresser est celui d'une étoile de la masse du Soleil qui passerait à une centaine d'unités astronomiques de lui. On va s'appuyer sur les résultats de ce papier qui fait exactement les simulations qui nous intéressent.
Il faut déjà dire que ce scénario est très improbable. Il aurait éventuellement pu se dérouler dans la pouponnière d'étoiles qui a donné naissance au Soleil. Peut-être qu'on a eu de la chance, en tout cas rien de tel ne s'est produit. Avec les distances moyennes de notre groupe d'étoiles locales, on peut raisonnablement écarter ce scénario de l'avenir du Soleil, sauf à être vraiment malchanceux. Il doit cependant se dérouler, régulièrement même, avec d'autres étoiles de la Voie lactée. Et oui, dans une galaxie de 400 milliards d'étoiles, même l'improbable doit être courant. Bref, si cette rencontre avait lieu demain, le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper seraient extrêmement perturbés. On peut imaginer des centaines de millions d'objets précipités dans et hors du système solaire. Le papier qui nous intéresse se concentre cependant sur les planètes. Suite à une série de simulations, les chercheurs trouvent que les orbites des planètes externes, des analogues de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, seraient fortement excitées. Entendez par là qu'elles perdraient leur belle forme ronde. Dans un cas sur 4, Neptune serait expulsé, et chose peut-être plus intéressante encore, dans un cas sur 12, la planète serait capturée par l'autre système. De la même manière, il y a donc un scénario où une planète de l'autre système serait capturée par le nôtre. C'est improbable, mais je trouve l'anecdote notable. Cette surpopulation serait cependant de courte durée, la perte ou le gain d'une planète déstabilisant fortement l'équilibre à long terme du système. Au cours du milliard d'années suivant la rencontre, le Soleil expulserait très probablement une voire plusieurs planètes. Dans les grandes lignes, une rencontre à très courte distance entre deux étoiles est donc un moyen sûr de créer une population de planètes errantes. Certaines études estiment qu'il y a environ 4000 milliards de planètes errantes dans la Voie lactée. On a là un mécanisme qui pourrait expliquer une partie d'entre elles. De tels événements ne sont probablement pas si rares. Dans les clusters rapprochés d'étoiles, jusqu'à 20% des étoiles similaires au Soleil pourraient en subir une. Cela a au moins le mérite de faciliter pour un temps le voyage interstellaire. Si aller survoler une étoile est à peine plus difficile qu'une mission vers Pluton. Encore mieux si une capture de planète a lieu. Bon, il faut en revanche s'accommoder de l'appui de comètes et d'astéroïdes qui va avec. Dans les années qui viennent, on découvrira peut-être d'autres naines rouges qui nous sont passées à côté, ou qui promettent de le faire, et on aura peut-être la chance de voir de nouvelles comètes à très longue période, issues directement du nuage d'Oort. Ce sera un moyen indirect d'étudier l'impact des rencontres dont on a discuté aujourd'hui, sans les dangers associés. Allez, voilà qui boucle notre dossier de l'espace du jour. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.